Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast IMO, le podcast qui vous fait du bien. On parle de la baisse des taux aujourd'hui, de la baisse des taux d'usure, des taux de crédit immobilier. Alors si vous êtes comme moi, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire la baisse des taux, la baisse du taux de l'usure, c'est une formidable nouvelle pour mon projet immobilier. Eh bien, figurez-vous que les professionnels du crédit ne voient pas du tout les choses de cette façon-là. On va en parler justement avec Bruno Rouleau. Bruno, bonjour. Bonjour Ariane. Bruno, vous êtes porte-parole du courtier Inenfi Crédit, vous êtes président de l'APIC, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. Alors expliquez-nous, pourquoi est-ce que les professionnels du crédit sont stressés quand le taux de l'usure baisse, alors que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs, non? Eh bien écoutez Ariane, déjà on va peut-être commencer par rappeler un peu ce que c'est que le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est un taux légal au-delà duquel une banque ou un prêteur ne peut pas consentir de prêt à un particulier. Tout simplement parce qu'il est usuraire, c'est-à-dire qu'il dépasse les conditions légales autorisées et c'est même répréhensible d'un point de vue pénal, c'est pas simplement une interdiction commerciale. C'est donc un taux qui est fixé chaque trimestre par la Banque de France au regard des conditions pratiquées sur le trimestre précédent. Donc en ce moment, on vient de sortir le taux d'usure sur le troisième trimestre qui tient compte des taux pratiqués sur le deuxième trimestre 2021, auquel on rajoute une marge de 30%, ce qui permet de donner le taux maximum. Alors, quand on parle, et c'est logique ce que vous me dites, c'est quand on parle de ces taux d'usure qui baissent, a priori, effectivement, pour le profane ou le béotien, ça voudrait dire des conditions plus favorables pour emprunter et donc des taux d'intérêt moins chers. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que, comme pour toute chose, l'excès n'est jamais bon. Et on est aujourd'hui dans une situation où, comme je vous l'ai dit, le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel une banque peut prêter. Or, en baissant ses taux d'intérêt, la banque ne gagne plus d'argent. Donc, elle va de ce fait augmenter sa pression sur les critères d'octroi du crédit, sans doute cibler davantage une population qui va lui permettre d'être plus rentable pour elle, bancaire, et de ce fait, laisser sans doute un peu plus de personnes sur la route. Voilà pourquoi les professionnels aujourd'hui s'inquiètent ou en tout cas sont très préoccupés par cette évolution qui, effectivement, facialement peut donner plutôt de la joie aux personnes. Les 0,30% de marge dont vous parliez tout à l'heure, ça ne suffit pas à faire vivre la banque? Alors, c'est pas les 0,30, c'est 30% du calcul. C'est-à-dire qu'en fait, si la moyenne des taux d'intérêt est à 1, par exemple, en fixe, sur le trimestre, le taux d'usure du prochain sera de 1,30, en l'occurrence, maximum. Sachant que ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'on ne parle pas que du taux d'intérêt. On parle du taux annuel effectif global, c'est-à-dire que c'est le taux d'intérêt majoré de tous les frais et accessoires qui composent la réalisation de l'opération et du crédit. Je dirais entre autres, parce que la liste est assez longue, mais les frais de dossier, les frais de garantie, les frais d'assurance, par exemple, sont typiquement des frais qui viennent grossir le calcul du taux du TAEG. Or, c'est ce TAEG qui est soumis au plafond de verre du taux d'usure. Et quand on connaît les conditions actuelles du marché sur les taux d'intérêt, chaque accessoire prend une place importante et notamment le poids de ces frais et de ces conditions sur l'assurance emprunteur notamment vont largement pénaliser le calcul global du TAEG et donc vont de ce fait obliger les banques à faire très attention à la qualité des emprunteurs sur le risque de provisionnement et de défaillance sur son taux nominal. Quand vous dites très pudiquement faire attention à la qualité des emprunteurs, ça veut dire resserrer les conditions d'octroi? Oui, parce qu'en fait, en dehors du risque de conseil, la banque a peur de deux choses. La première chose, c'est que vous ne soyez pas capable de rembourser un crédit pendant sa durée de vie, ce qui est légitime comme crainte. Et puis, c'est l'objet des garanties et c'est l'objet de l'analyse du risque. Et la deuxième chose, c'est la notion de solvabilité globale, c'est-à-dire le risque d'immobilisation. C'est-à-dire que vous pourriez très bien être capable, à un moment ou à un autre, de rembourser, mais avoir des moments difficiles. Et dans ces conditions-là, c'est là où elle va voir une rémunération de son risque. Donc, il faut qu'elle ait des taux d'intérêt suffisamment attractifs pour attirer le consommateur à venir emprunter chez elle. Mais en même temps, il faut qu'elle ait la rentabilité de son risque, c'est-à-dire qu'elle puisse couvrir les éventuelles défaillances qui auraient lieu. Et c'est là une quadrature du cercle qui aujourd'hui est très compliquée pour les banques, mais qui devient très compliquée également pour le consommateur. Alors moi justement, je suis du côté du consommateur. Comment je fais aujourd'hui
pour essayer de décrocher un crédit avec un taux bas, mais avec un dossier qui va avoir plus de mal à passer qu'il y a quelques mois? Le resserrement des conditions d'accès des banques, même si aujourd'hui on ne le voit pas beaucoup, puisqu'on est encore dans une année euphorique, aussi bien dans les transactions immobilières que dans la distribution de crédit, elle se passe à 3 niveaux. Premièrement, est-ce que j'ai les revenus suffisants pour le faire? Et on voit bien que la normalisation des critères du Haut Conseil à la stabilité financière a vraiment martelé le sujet de ne pas aller au-delà de 25 ans, de ne pas aller au-delà de 35% de taux d'endettement. Donc, ce sont des sujets qui, déjà, mathématiquement, brident ou en tout cas filtrent la capacité d'emprunt. La deuxième chose, c'est que c'est la pérennité des revenus sur la durée du prêt. Même si on sait que les prêts ne vont pas jusqu'à leur maturité définitive, on est en France aux alentours de 20-21 ans de durée moyenne. On sait très bien que la duration de ces prêts sur les résidences principales est plutôt de l'ordre de 7-8 ans. Néanmoins, la banque est tenue par les autorités de contrôle de s'assurer qu'a priori, le client est capable de rembourser sur les 25 ans ou sur les 20 ans qui sont prévus à l'origine. Donc, cette notion de pérennité, elle est forte aussi dans l'analyse de la solvabilité. Et puis, la troisième chose, on est quand même face à une situation de crise sanitaire qui peut déboucher sur une situation de crise économique plus grave qu'elle ne l'est, puisqu'il y a le soutien des pouvoirs publics aujourd'hui. Et les banques sont effectivement assez regardantes sur l'évolution selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes, selon la solidité de la boîte dans laquelle vous êtes employé. Et ça, ce sont des éléments dans lesquels la banque aujourd'hui est très regardante. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une bonne nouvelle pour les futurs emprunteurs. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil précis à ces futurs emprunteurs pour quand même réussir à financer leur projet d'ici quelques mois? Oui, je vais pas non plus être dans la sinistrose, Les taux d'intérêt bas profitent à tout le monde, mais c'est donc plutôt une bonne période. On n'a jamais eu des conditions de prêt historiquement, on n'a Ah jamais eu des conditions de prêt aussi intéressantes. quand même! Par contre, effectivement, oui, bien sûr. Par contre, effectivement, pour ce qui est d'optimiser les chances, d'accord, ou le risque de refus, d'optimiser cette présentation de son dossier, il faut jouer sur 3 choses: bien sécuriser sa situation professionnelle, le mieux qu'on puisse, parce que c'est pas toujours dépendant de nous. La deuxième chose, c'est de présenter une gestion de compte qui soit pas sujette à contradiction ou à remarque de la part de la banque. On fait attention à la gestion de son découvert. Les banques ont pour habitude de demander 3 mois de relevé, mais de plus en plus, on fait attention. Et puis les agrégateurs sur lesquels les clients se positionnent de plus en plus, c'est-à-dire des applications qui compilent l'ensemble de vos actifs bancaires dans les différents établissements, permettent d'avoir une vision plus large. Donc attention à ne pas penser qu'il n'y a que 3 mois. Mais la règle, aujourd'hui encore, elle prévaut, c'est celle des 3 derniers mois. Et puis, le dernier élément, c'est aussi d'essayer d'apporter un maximum d'argent possible dans votre apport personnel, parce que ça va limiter le risque de la banque sur l'opération que vous réalisez. Ça peut éventuellement éviter pour vous d'être au plafond de la durée que vous auriez obligé de solliciter, parce que vous allez vous retrouver plafonné également par le taux d'endettement. Et puis, ça va aussi vous donner une marge de manœuvre en cas de revente du bien dans un marché immobilier qui serait un peu moins euphorique qu'il ne l'est en ce moment. Donc, l'apport, une bonne gestion des comptes visible, et puis une solidité de sa situation professionnelle la plus correcte possible. Merci beaucoup Bruno Rouleau, on y voit beaucoup plus clair grâce à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du courtier Nenfi Crédit et président de la PIC. Bonne journée, Ariane. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous fait du bien. C'est tous les jours sur toutes les plateformes de téléchargement et sur MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.